D'abord, l'odeur. Pas celle de l'encens ou du bois de santal, mais celle de la cire chaude, utilisée pour combler les fissures des vieux livres. La matinée aux archives municipales commence par cette odeur, douceâtre et putride, comme si le papier lui-même respirait le passé. Parmi les étagères, dans la poussière et la pénombre, on trouve un document, comme un os oublié d'une autre époque. Recette pour le bien-être des artisanes célibataires. Une ligne sans cachet, mais avec une signature soignée, comme si quelqu'un avait essayé de rendre le mensonge officiel. C'est ainsi que commence une histoire dans laquelle la morale et la comptabilité se sont entremêlées pour former un nœud dont ni les fonctionnaires, ni ceux qu'ils ont taxés pour leur moralité n'ont pu se défaire pendant longtemps. Bonjour mes amis! Je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne. Je m'appelle le Conteur, et aujourd'hui, nous allons examiner l'un des cas les plus étranges et les plus troublants de prélèvements urbains à la fin du Moyen Âge. Écrivez-moi d'où vous regardez cette vidéo. De quelle ville? De quel pays? Et si vous avez déjà entendu parler des impôts sur la chasteté. Maintenant, installez-vous confortablement. Nous commençons notre enquête. Bonne écoute. La ville où tout cela s'est passé n'était pas une capitale et n'était pas célèbre pour ses grandes cathédrales. C'était un centre commercial entouré de moulins, de cours-peintes et d'ateliers de tisserands. Les femmes y travaillaient au même titre que les hommes. Elles filaient, teignaient, cousaient. Beaucoup d'entre elles n'avaient pas de mari, non pas parce qu'elles rejetaient la famille, mais parce que leur métier était leur vie et leur gagne-pain. Elles payaient des impôts en tant qu'artisanes, adhéraient à des corporations et se soumettaient à des statuts. Mais au début du XVIe siècle, on commença à leur remettre de nouveaux reçus portant la mention pour la protection des mœurs et de la chasteté. Le montant était modeste, mais le sens même de cette mention était insultant, comme si une femme non mariée était déjà suspecte. Les premières plaintes ont été discrètes. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une blague, d'autres d'un malentendu. Mais les reçus ont continué à arriver, avec de nouvelles dates et de nouveaux cachets. Ils indiquaient que la taxe était fixée par décision du quartier, comme si la ville elle-même avait délégué la moralité à une partie des fonctionnaires. Les archives ont conservé des traces écrites. Le même greffier les rédigeait pour des dizaines d'artisanes, en changeant seulement le nom et le montant. En bas figurait la mention « au profit de l'hôpital charitable ». C'est ainsi que la comptabilité a pour la première fois réuni la honte et la charité en un seul poste budgétaire. Une tisserande du nom d'Elsbiette, qui vivait dans le quartier inférieur, n'y croyait pas. Elle connaissait les statuts, savait lire et tenait ses propres registres de revenus. Dans les anciens recueils de la ville, publiés sous le magistrat précédent, il n'y avait rien de tel. On y trouvait les taxes habituelles, pour la boutique, pour la place au marché, pour l'utilisation de l'eau, pour la garde de nuit. Mais pas pour les mœurs. Elsbiette a comparé les formulations
et a constaté une incohérence. Dans les registres officiels, la taxe était appelée « contribution en faveur des institutions communales » sans indication du sexe ou de la situation familiale. Cela signifie que quelqu'un a modifié la formulation et a commencé à collecter de l'argent sous le couvert de l'ancienne loi. Quand elle a essayé de savoir qui faisait cela, on l'a envoyé au bureau où 3 comptables et un percepteur s'occupaient des affaires. On lui a montré un registre avec la mention, sur la base d'une décision du Conseil de bienfaisance. Mais ce conseil, comme il s'est avéré, n'existait que sur le papier. Il ne figurait pas dans les archives et les signatures au bas des documents appartenaient à des personnes décédées depuis plusieurs années. C'était la première piste, un fantôme comptable créé pour justifier la collecte. Le magistrat auquel elle s'est adressée a répondu de manière évasive. On lui a dit que les traditions du quartier permettaient de collecter des fonds pour l'hôpital par tous les moyens. On lui a dit qu'autrefois, les femmes célibataires versaient effectivement de telles contributions par respect pour la loi divine sur le mariage. Mais aucune charte, aucune ordonnance municipale confirmant cela n'a été trouvée. Seules des légendes sur les jeunes filles déflorées qui auraient été punies d'une pièce d'argent pour ne pas avoir trouvé de mari avant l'âge de 25 ans ont été découvertes. Des légendes, pas des lois. Et pourtant, ces légendes se sont avérées pratiques pour le magistrat. Sous leur couvert, les fonctionnaires ont continué à percevoir l'impôt. Elsbiette décida alors de mener sa propre enquête. Elle passa plusieurs jours dans les archives municipales, où régnait une odeur de moisi et d'encre, à vérifier les registres. Elle nota les dates et les montants dans les registres des recettes et remarqua une étrange coïncidence. L'impôt sur la chasteté apparaissait précisément les mois où l'hôpital demandait un financement supplémentaire. Officiellement, il s'agissait de réparer des lits et d'acheter des médicaments, mais les montants ne correspondaient pas. L'argent disparaissait et les rapports étaient signés a posteriori. L'un des registres portait le nom du même percepteur qui lui avait remis le reçu. C'est ainsi qu'une initiative privée s'est transformée en un système à part entière. Un prélèvement légalisé, caché entre les lignes. Pendant ce temps, les rumeurs sur la taxe sur les célibataires se répandaient dans les quartiers artisanaux. Certaines personnes ont commencé à payer pour éviter le scandale. D'autres ne comprenaient tout simplement pas si elles avaient le droit de refuser. Dans une ville où l'honneur d'une femme se mesurait à l'opinion de ses voisins, tout doute quant à sa piété était dangereux. Refuser de payer était perçu comme un aveu de péché. La pression devenait ainsi invisible, mais palpable. La société elle-même soutenait une loi fictive, de peur de paraître impure. Plus tard, il s'est avéré que l'hôpital souffrait effectivement d'un sous-financement. Après l'épidémie hivernale, qui avait causé la mort de plus de 40 personnes, les stocks de médicaments étaient épuisés et une partie du bâtiment avait brûlé à cause d'une bougie mal éteinte. Le magistrat
était tenu de restaurer l'établissement, mais le trésor public était vide. Les dépenses liées à la fête municipale et à la réparation du pont avaient englouti la majeure partie du budget. Le service comptable a alors trouvé une solution: créer une taxe temporaire sans se soucier de l'approbation du Conseil. La formulation fut rapidement trouvée: contribution pour la chasteté, afin de pouvoir la présenter comme un acte de soutien moral. Lorsque la presse locale a évoqué cet incident des années plus tard, il a été expliqué comme une erreur de correspondance. Mais les documents conservés montrent qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. C'était un calcul. Des dizaines de femmes qui travaillaient seules, sans mari ni protection syndicale, sont devenues les donatrices les plus commodes, non pas parce qu'elles étaient riches, mais parce qu'elles étaient sans défense. Personne ne les représentait lors des réunions. Elles n'avaient pas le droit de vote, et leur nom apparaissait rarement dans les procès-verbaux. C'est ainsi que le système couvrait le déficit du trésor public avec les corps de celles qui ne correspondaient pas à la norme sociale. Elsbeth rassembla des copies de tous les documents trouvés et envoya une requête au tribunal, invoquant le statut de la ville qui interdisait les prélèvements sans l'accord du Conseil. Cette démarche marqua un tournant. Pour la première fois depuis de longues années, une simple artisane s'était directement opposée au magistrat. Le tribunal accepta d'examiner la plainte, mais l'audience se prolongea pendant des mois. Pendant ce temps, une campagne de rumeurs a été lancée contre elle, la présentant comme négligeant la vertu et troublant l'ordre public. La morale est ainsi redevenue une arme dirigée contre ceux qui tentaient de prouver la vérité à l'aide de documents. Lorsque le procès a enfin commencé, les juges ont découvert un détail intéressant. La décision relative à la collecte pieuse était datée d'une date postérieure au décès de l'ancien trésorier. Cela signifiait que la signature apposée sur le document était falsifiée. L'enquête a révélé que la comptabilité avait effectivement utilisé des documents fictifs pour combler le déficit budgétaire de l'hôpital. L'un des greffiers a reconnu avoir agi sur ordre de ses supérieurs, mais le nom de ses supérieurs n'a jamais été révélé. Le magistrat s'est empressé de déclarer qu'il s'agissait d'une initiative privée qui avait échappé à tout contrôle. Cependant, des traces sont restées dans les registres de la ville. Des lignes où le mot « moralité » figurait à côté des montants et des dates. L'histoire a ensuite pris une ampleur qui dépassait le simple débat sur l'impôt. Elle a montré comment les concepts religieux se transformaient en instruments financiers. À l'époque, l'Église perdait déjà de son influence dans les questions d'administration municipale, mais le langage des sermons restait commode pour les autorités. Il était plus facile de parler de moralité que de faillite. Les sermons évoquaient certes le devoir de pureté et le soutien aux bonnes actions, mais aucun d'entre eux ne faisait référence à des collectes d'argent.
Il s'agissait d'une manipulation. Remplacer la culpabilité spirituelle par une culpabilité matérielle et transformer ainsi la conscience en source de revenus. Lorsque le tribunal a rendu son verdict, la formulation était prudente. Reconnaître la collecte comme non conforme au statut, l'annuler, prescrire la mise en place d'un système transparent de contribution volontaire. Pour la plupart des habitants, cela ressemblait à une victoire de la justice. Mais pour Elsbiet, c'était une confirmation amère que la justice avait un prix dans cette ville. En effet, aucun de ceux qui avaient inventé cette taxe n'a été puni. Ils ont simplement réécrit les documents en supprimant les lignes superflues, comme si de rien n'était. Et dans les rapports de l'année suivante, une nouvelle ligne est apparue. Contribution au maintien du moral de l'hôpital. Volontaire, bien sûr. Mais les gens savaient que le volontariat entre ces murs était toujours relatif. Les historiens qualifieront plus tard ce cas d'exemple de économie de la vertu, où la morale était utilisée comme un instrument de politique fiscale. Des systèmes similaires ont été trouvés dans différentes villes d'Europe: impôts sur les veuves, taxes pour la propreté des rues, droits pour la bénédiction du mariage. Tous se cachaient derrière des discours sur la piété, mais servaient en fait à combler les trous dans les budgets. Ainsi, la rhétorique religieuse devenait un langage comptable et la foi une source de revenus. Cette histoire n'a pas de héros au sens habituel du terme. Il n'y a pas de vainqueurs, seulement ceux qui ont survécu dans un système où la honte est devenue une monnaie d'échange. Après le procès, Elsbiet est retournée au travail, mais elle n'a plus participé aux réunions de corporation. Son nom a disparu des registres 3 ans plus tard. Peut-être est-elle partie. Peut-être était-elle simplement fatiguée de se battre. Mais le document qu'elle a laissé a été conservé. Et chaque fois qu'on l'ouvre, une chose devient claire. La véritable morale d'une ville ne se définit pas par ses prêches, mais par la manière dont elle traite ceux qui ne correspondent pas à ses normes. Si l'on considère ce cas non pas comme une exception, mais comme un symptôme de l'époque, il apparaît clairement que les villes de la fin du Moyen Âge vivaient à la frontière entre la morale religieuse et le pragmatisme économique. Le système d'impôts et d'amendes n'était pas seulement un instrument financier. Il reflétait une structure de peur. Chaque document, chaque inscription dans le registre des recettes rappelait aux citadins que le pouvoir savait tout de lui. Combien il gagnait, avec qui il vivait, comment il s'habillait, comment il priait. C'est pourquoi l'apparition de taxes sur les mœurs ne semblait pas absurde pour les contemporains. Au contraire, elle semblait être la suite logique d'une culture où tout acte pouvait être mesuré en argent. Dans les terres germaniques et flamandes de l'époque, il existait des dizaines de taxes similaires. Par exemple, dans les villes de la Hanse, les femmes célibataires payaient ce qu'on appelait une taxe de couverture. Officiellement, il s'agissait d'une assurance contre les rumeurs, mais en réalité, c'était un moyen de contrôler le comportement de celles qui n'avaient pas de mari. Dans les communes italiennes, il existait des amendes pour
vie hors du chef de famille. Elles étaient justifiées par le souci de l'ordre, mais l'argent allait aux hôpitaux, aux refuges et même aux prisons municipales. Certains statuts stipulaient clairement que une jeune fille sans tuteur pèse sur la conscience du quartier. Cette phrase sera plus tard citée comme exemple d'absurdité administrative, mais à l'époque, elle semblait normale. Une femme n'était pas considérée comme une personne à part entière, mais comme un maillon dans le système de propriété. Sans mari ni père, elle n'était pas protégée juridiquement, mais économiquement, ce qui signifiait qu'elle pouvait être imposée. Ce qui s'est passé dans la ville d'Elsbeth n'est qu'un écho tardif de cette tradition. Mais c'est précisément dans son cas que l'on voit un tournant décisif. Au début du XVIe siècle, les villes européennes ont connu une crise démographique et financière. Épidémie, hausse des prix, baisse des revenus des corporations. Les magistrats cherchaient de nouvelles sources pour renflouer les caisses de l'État, et les plus vulnérables devenaient les plus commodes. Dans les rapports de l'époque, on trouve constamment le mot « compensation », euphémisme bureaucratique pour désigner un prélèvement légalisé. Tout pouvait être compensé. L'absence d'un mari, une dette, voire l'atteinte à l'honneur public. À chaque fois, cela se transformait en une opération financière où l'honneur avait une valeur fixe. Dans ce mécanisme, le rôle de la religion en tant que langage de justification est particulièrement visible. Les documents ne mentionnaient pas collecter auprès des femmes seules, mais parlaient plutôt de renforcer la vertu. Les sermons reprenaient ces mots sans remarquer la substitution. Les ecclésiastiques affirmaient que la pureté morale exigeait le soutien de la société, ce qui signifiait que ceux qui restaient hors du mariage devaient contribuer au bien commun. Ainsi, les paroles du clergé n'étaient pas une menace, mais un prétexte pour un instrument fiscal. C'était là l'horreur de cette époque. La morale et le trésor public ne se distinguaient plus l'un de l'autre. Lorsque le tribunal de la ville d'Elsbeth a déclaré cette taxe illégale, il l'a fait non pas pour les femmes, mais pour l'ordre public. Pour les autorités, ce n'était pas l'injustice qui était dangereuse, mais le désordre dans la comptabilité. Les procès-verbaux historiques montrent que la décision du tribunal ne fait aucune mention de discrimination. Il y est seulement dit que la taxe n'a pas de fondement légal. Autrement dit, ce n'est pas l'idée qui a été supprimée, mais la forme. Et c'est aussi un symptôme. Le système était prêt à tout pardonner, sauf les profits non autorisés. La logique même de l'impôt sur les mœurs a survécu sous d'autres formes, dans les droits de mariage, dans les amendes pour luxe excessif, dans les impôts sur le veuvage. Dans certaines régions, ils ont continué à être prélevés jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Si l'on ouvre les registres municipaux de la fin du XVIIe siècle, on constate une similitude frappante dans les formulations. Dans l'une des archives allemandes est conservée une décision sur le maintien de l'ordre spirituel, qui stipule que les veuves et les jeunes filles jouissant de la liberté
versent une redevance annuelle pour la construction de maisons de charité. On y retrouve le motif de la liberté comme devoir. Il fallait payer pour avoir le droit de vivre de manière indépendante. Il ne s'agissait pas seulement d'une mesure financière, mais d'un symbole de la façon dont le pouvoir percevait l'indépendance, comme un luxe suspect. Une femme non mariée était considérée comme une source potentielle de désordre, et l'impôt était un moyen de dissiper cette crainte. La raison économique de ces mesures est évidente si l'on examine la structure des dépenses municipales. Les principaux postes budgétaires étaient consacrés aux remparts, aux troupes et, de plus en plus souvent, aux hôpitaux. Les maladies, les épidémies et les blessures des artisans faisaient des établissements médicaux le centre de dettes permanentes. Les hôpitaux de l'époque n'étaient pas des lieux de guérison au sens moderne du terme, mais des refuges pour les pauvres, les personnes âgées et les mourants. Leur entretien était à la charge de la ville, et la charité des riches s'essoufflait rapidement. Les fonctionnaires cherchaient donc des raisons morales pour percevoir des taxes afin de contraindre ceux qui n'avaient pas voix au chapitre à payer. L'une des ordonnances stipule clairement que le maintien de la moralité est un bien public, et le bien exige des sacrifices. La morale devenait ainsi un alibi juridique pour l'exploitation financière. Mais pourquoi précisément les femmes célibataires? La réponse ne réside pas dans la religion, mais dans la structure de la propriété. Dans la plupart des villes, les biens d'une femme passaient automatiquement sous le contrôle de son mari après le mariage. En l'absence de mariage, la femme restait formellement propriétaire de ses biens. Cela effrayait le système. Des actifs incontrôlables, même modestes, étaient synonymes d'imprévisibilité. Les magistrats cherchaient à reprendre le contrôle par le biais d'impôts, d'amendes et de prescriptions. Ainsi, l'impôt sur la chasteté n'était pas une punition pour le péché, mais un moyen de ramener le capital dans le circuit du pouvoir. Une femme célibataire possédant un atelier ou une boutique était considérée comme un dangereux précédent. Une unité économique sans tuteur. Les historiens des universités de Göttingen et de Bologne, qui ont étudié les archives municipales, soulignent la stabilité frappante de cette logique. Dans différents pays, sous différentes formes de gouvernement, le pouvoir a inventé à maintes reprises de nouvelles formulations pour exprimer une vieille crainte. En Italie, on l'appelait contribution à la vertu. En France, soutien à la virginité. Dans les terres germaniques, taxe à la pureté. Les montants variaient, mais le sens était le même. La société exigeait des femmes qu'elles se soumettent au mariage ou qu'elles paient pour leur indépendance. Ce mécanisme a survécu au changement de dynastie et même à la Réforme, car il ne dépendait pas de dogmes, mais était alimenté par l'économie. Paradoxalement, c'est précisément à l'époque où les villes ont commencé à construire les premiers hôpitaux et orphelinats que la rhétorique morale est devenue particulièrement cruelle. L'aide aux personnes dans le besoin dépendait des impôts, et les impôts dépendaient
des notions de culpabilité. Si une personne est pauvre, c'est qu'elle est coupable. Si une femme était seule, cela signifiait qu'elle était pécheresse. Si quelqu'un ne s'intégrait pas dans le système, cela signifiait qu'il devait payer. Ce langage moral et comptable créait l'illusion d'un ordre dans un monde où la pauvreté et la maladie n'étaient pas considérées comme un problème social, mais comme la conséquence d'un manque de piété. C'est pourquoi l'impôt sur les mœurs semblait même juste. Après tout, celui qui n'est pas coupable ne paie pas, raisonnaient les gens sans comprendre que tôt ou tard, tout le monde serait déclaré coupable. Lorsque, des décennies plus tard, d'autres villes ont tenté de reproduire ces prélèvements sans se cacher derrière le mot « piété », elles les ont justifiés de manière pragmatique, contribution aux besoins médicaux. Mais l'histoire s'est répétée. Là où il n'y a pas de transparence comptable, la morale redevient un écran de fumée. Dans une archive française, on a conservé un rapport sur une taxe similaire prélevée dans la ville de Bourges. Sur les 28 livres versés au trésor public, seuls 5 sont parvenus à l'hôpital. Le reste s'est évaporé dans les factures de réparation des bâtiments et les salaires des percepteurs. La forme a changé, mais le fond est resté le même. L'exploitation par la honte. Il est intéressant de noter que même lorsque ces prélèvements ont disparu des lois, ils ont continué à exister dans la culture, dans les sermons, dans les pamphlets, dans les histoires quotidiennes des femmes qui étaient contrôlées par leurs voisins ou le clergé. L'idée même que la solitude devait être expliquée s'est tellement enracinée qu'elle a traversé les siècles. Et c'est peut-être là l'héritage le plus effrayant de cette époque. Le pouvoir qui a appris à transformer la morale en un instrument de collecte ne l'abandonnera jamais. Seules les formes deviendront plus subtiles, les mots plus doux, mais la logique restera la même. Après le procès d'Elsbiet, cependant, des changements ont effectivement eu lieu. Pour la première fois, la ville a commencé à tenir une comptabilité ouverte de l'hôpital. Les montants des dépenses ont été publiés sur un tableau à la mairie afin que tout citoyen puisse les vérifier. C'était un cas rare où la révélation d'une fraude privée avait entraîné une réforme du système. Cependant, même alors, le magistrat n'a pas reconnu sa culpabilité. Il a simplement reformulé les choses. Désormais, les cotisations étaient appelées dons volontaires pour le bien commun. Volontaires, mais les collecteurs continuaient à faire du porte-à-porte, rappelant qui avait payé et qui se soustrayait à son devoir civique. La victoire s'est ainsi transformée en compromis. D'un point de vue historique, ce cas est intéressant non seulement en tant que drame social, mais aussi en tant qu'illustration de la manière dont les mythes deviennent des lois. Le mythe de la taxe sur la chasteté n'est pas né de rien. Il est issu de dizaines de petites astuces administratives, d'anciennes prescriptions que personne n'avait abrogées, mais simplement réécrites pour répondre à un nouveau besoin. Lorsque les historiens affirment que le Moyen Âge était une époque de superstition,
Il précise rarement que les principales superstitions ne naissaient pas sur les marchés ou dans les tavernes, mais dans les chancelleries. Là où le papier transformait les rumeurs en règles et où les signatures faisaient des inventions des lois. À la fin du XVIe siècle, alors que les guerres de religion faisaient rage dans toute l'Europe, le thème de la vertu féminine est devenu encore plus rentable. Les prédicateurs des deux camps, catholiques et protestants, l'utilisaient comme symbole de supériorité morale. Pour les villes, cela signifiait une nouvelle vague de taxes et d'amendes. Désormais, au nom de la défense de la vraie foi. Sous ces slogans, on collectait à nouveau de l'argent, on créait à nouveau des conseils et des commissions fictifs. Ainsi, dans un canton suisse, en 1589, un comité de chasteté a été créé pour collecter des dons pour les maisons de repentance. 5 ans plus tard, le comité a disparu. Mais les comptes sont restés, avec les mêmes signatures que pour les impôts habituels. La morale servait à nouveau de paravent au budget. Elsbeth était morte depuis longtemps, mais son nom était devenu un symbole dans les chroniques. Les légendes urbaines parlaient d'une tisserande qui avait vaincu le magistrat. Son image fut utilisée plus tard dans la lutte contre d'autres prélèvements. Le document devint ainsi un mythe, mais avec un sens inverse. Si auparavant le mensonge était devenu loi, la vérité était désormais devenue légende. Et il y a là quelque chose de juste. Même si le pouvoir sait falsifier les signatures, il ne peut pas réécrire la mémoire des gens. Après le procès, la vie dans la ville semblait avoir repris son cours normal. Mais l'ombre de la taxe sur la chasteté est restée longtemps dans les rues, dans les conversations et même dans les registres des commerçants. Les femmes des quartiers artisanaux ont commencé à signer les papiers avec plus de prudence, craignant que toute signature ne puisse donner lieu à une nouvelle collecte. Le magistrat assurait que tout était désormais sous contrôle, que la comptabilité était transparente et qu'il n'y aurait plus d'abus. Mais la mémoire des gens, en particulier ceux qui avaient été contraints de payer sous la menace du déshonneur, ne s'effaçait pas aussi vite que les livres comptables. Pendant plusieurs années après la suppression de l'impôt, de nouvelles plaintes ont été déposées aux archives. Cette fois-ci, elles ne concernaient pas l'impôt, mais le fait que ceux qui avaient refusé de le payer dans le passé étaient désormais ignorés lors de la distribution de l'aide municipale. L'une des notes contenait la formulation suivante: « Ne mérite pas d'aide car n'a pas participé aux contributions caritatives les années précédentes. » Ainsi, la taxe supprimée s'est transformée en une sorte de filtre social, invisible mais tangible. Le caractère volontaire s'est transformé en un test de loyauté. C'était une époque où la peur d'être exclu de la bonne société était pire que n'importe quelle amende. La réputation décidait de tout. À qui on confierait un travail, qui obtiendrait une place sur le marché, dont le nom serait inscrit
dans les registres de la Guilde. Après l'affaire Elsbiet, la notion de participation morale est devenue une monnaie officieuse. Les fonctionnaires, désireux de conserver leur contrôle, ont trouvé un nouvel outil: les listes de personnes dignes de confiance. Elles n'avaient pas force de loi, mais trop de choses en dépendaient. Figurer sur la liste signifiait avoir une chance d'être protégé. En être exclu signifiait être rayé non seulement des registres comptables, mais aussi de la vie sociale. L'hôpital, à l'origine du scandale, a été rénové 2 ans plus tard. Ses murs ont été blanchis à la chaux, les lits ont été réparés, et une plaque a été apposée à l'entrée avec l'inscription: Entretien financé par de bons citoyens. Personne ne précisait de quels fonds il s'agissait, ni dans quelles circonstances ils avaient été collectés. L'un des rapports mentionnait que une partie des dons provenait des tisserandes. C'était une façon voilée de dire que l'ancien impôt avait simplement été rebaptisé. Sur le papier, tout semblait convenable. Au lieu de taxes, on lisait désormais donne. La différence était purement verbale, mais le sens restait le même. Un sentiment étrange s'est installé parmi les femmes de la ville. Pour éviter les soupçons, il fallait payer au moins symboliquement. C'est ainsi qu'est née la culture du rachat, un rituel dans lequel les gens apportaient eux-mêmes une pièce de monnaie pour ne pas être classés dans la catégorie des déviants. Même des décennies plus tard, cette coutume subsistait sous la forme de dons pour les bougies ou pour la décoration de l'autel, formellement volontaire, mais attendu de chaque femme célibataire dans les quartiers artisanaux. Personne ne se souvenait plus du procès, de la décision, de la suppression de l'impôt. Tout s'était dissous dans l'habitude, et l'habitude dans le silence. En examinant les anciens livres, les scribes de la nouvelle génération ont remarqué une particularité intéressante. Les pages où il était question de la taxe sur la chasteté avaient été soigneusement réécrites ou recouvertes de cire. Il s'agissait d'une pratique courante de correction. Mais en y regardant de plus près, on pouvait voir les traces des mots précédents sous une fine couche de nouvelle encre. Dans l'un des volumes, sous l'expression « contribution volontaire », apparaissaient les lettres de l'ancien terme « impôt ». Les historiens diront plus tard que ce document est le meilleur symbole de l'époque, une couche de cire sous laquelle se cache ce qu'il est gênant d'admettre. L'Église, remarquant que le thème de la piété féminine suscitait des controverses, a pris le contrôle de la situation. Dans les paroisses, on a commencé à prononcer des sermons spéciaux consacrés au devoir de chasteté. Les curés parlaient de la pureté comme d'une responsabilité sociale et non comme d'une vertu personnelle. Ces discours ne ressemblaient pas à des exhortations, mais plutôt à des rapports. Chaque paroissienne devait confirmer qu'elle se conformait au modèle idéal de comportement. Les mots chasteté et ordre se sont progressivement confondus. Dans l'un des résumés de sermons qui ont été conservés, le supérieur établit
un lien direct entre l'état moral de la ville et sa prospérité économique. Une ville où la vertu est faible perd son pain et son eau. Il ne s'agissait pas d'une métaphore, mais d'une allusion. Ceux qui ne participent pas à des œuvres pieuses condamnent tout le monde à la pauvreté. Ainsi, le mythe du devoir moral de payer redevint un instrument de pression fiscale. Le même schéma se répétait sans cesse. Le langage religieux servait de couverture à la comptabilité, et les fonctionnaires se référaient au sermon comme à la volonté du peuple. Dans certaines paroisses, les prêtres ont même commencé à tenir des listes spéciales de bienfaitrices, où ils notaient celles qui faisaient régulièrement des dons. Ces listes ont rapidement coïncidé avec les listes des personnes dignes de confiance du magistrat. Les deux pouvoirs, spirituel et séculier, ont fusionné en un seul mécanisme de contrôle. Les femmes qui avaient dû payer essayaient d'oublier cette honte, mais le souvenir revenait dans les petits détails, dans les regards au marché, dans les paroles des voisines, dans les petites moqueries. Toute indépendance semblait désormais dangereuse. Si auparavant la solitude était simplement une circonstance de la vie, elle était désormais un signe de suspicion. Même les jeunes apprentis dans les ateliers entendaient leurs aînés leur dire « Ne te fais pas remarquer, ne discute pas, ne mentionne pas Elsbieth ». Le nom de celle qui s'était un jour opposée au pouvoir était devenu un avertissement. Pendant ce temps, les archivistes, en enregistrant chaque document, sentaient de plus en plus à quel point le langage avait changé. Les anciennes catégories, péché, culpabilité, punition, cédaient la place à des mots plus pacifiques, devoir, participation, carité. Mais derrière ce changement de vocabulaire se cachait la même logique. Chaque nouveau terme était une tentative d'atténuer le souvenir de la violence en la transformant en un rituel familier. Le volontariat est devenu une nouvelle forme de contrainte. Et plus les mots étaient doux, plus le contrôle devenait fort. Les villes voisines ont commencé à adopter l'expérience de ce système. L'un des statuts mentionnait explicitement que les collectes caritatives annuelles, en particulier parmi les artisanes célibataires, renforcent l'ordre public. Ainsi, l'erreur d'un magistrat est devenue un précédent, et le précédent est devenu une règle. Lorsque les historiens ont analysé ce phénomène par la suite, ils ont parlé de normalisation du féodalisme moral, un processus dans lequel, sous le couvert de la moralité, le pouvoir s'est réapproprié le droit de disposer de la vie privée. Le sort de l'un des greffiers ayant signé les documents fictifs est particulièrement révélateur. Il s'appelait Matthias Stoll. Après avoir été démasqué, il n'a pas été puni, mais il a perdu son poste et a travaillé comme copiste chez un notaire. 10 ans plus tard, une nouvelle formulation a été trouvée dans ses notes. Contribution au bien public. Même sens, même mécanisme. Seul le vocabulaire a changé. L'histoire se répétait, mais
sans scandale public. Les gens s'étaient habitués à ce qu'une partie de leurs revenus soit consacrée à des bonnes causes, sans se demander qui décidait de ce qui était bon ou non. Selon les rumeurs, Elsbeth serait partie dans une autre ville, plus proche de la mer, où les femmes pouvaient travailler comme tisserandes sans être membres de la guilde. Là, son nom est réapparu sur les listes des contribuables, mais sans aucune annotation. On sait peu de choses sur son sort ultérieur. Un seul document, un testament, indique qu'une partie de ses outils et de ses tissus a été donnée à l'hôpital pour de bonnes causes. Peut-être s'agissait-il d'ironie, peut-être d'une tentative de réconciliation. L'histoire ne le dit pas. Mais la formulation elle-même résonne comme l'écho d'une vieille crainte. Même en mourant, l'homme ne pouvait échapper à la nécessité de prouver sa vertu par un don. Au début du XVIIe siècle, la taxe sur la chasteté a définitivement disparu des documents. Mais l'idée même que la vertu puisse être mesurée en argent n'a pas disparu pour autant. Dans les nouveaux traités économiques de l'époque, on trouve des réflexions sur le devoir social des femmes, où il est clairement indiqué que chacune doit participer au renforcement de l'ordre moral par le travail ou le sacrifice. Ce n'est plus une loi, mais une idéologie dont l'influence n'en est pas moins importante. Ainsi, l'ancienne taxe s'est dissoute dans la nouvelle morale. Lorsque les historiens contemporains examinent ces archives, ils remarquent souvent que les documents les plus effrayants ne sont pas ceux qui mentionnent la torture, les exécutions ou les guerres. Les plus effrayants sont ceux où le mal est enrobé de politesse, où la contrainte ressemble à une demande et la punition à une vertu. En ce sens, l'affaire Elsbeth est devenue le reflet d'une époque. Le pouvoir a appris à être doux, mais non moins cruel. Parmi les pièces exposées au musée, un artefact a été conservé. Un sceau en cuivre représentant une main féminine tenant une pièce de monnaie, avec l'inscription « Pro Pudicitia Urbana » au nom de la chasteté urbaine, gravée tout autour. Il était autrefois utilisé pour les reçus de cette taxe. Le sceau a noirci avec le temps, les lettres sont presque effacées, mais la forme de la main est reconnaissable. Elle serre la pièce non pas comme un don, mais comme une dette. Et c'est peut-être la meilleure métaphore de ce système. Une main tendue, comme pour faire l'aumône, mais qui en réalité exige un rachat. Près d'un siècle après l'affaire d'Elsbeth, un autre esprit régnait déjà dans ces mêmes contrées, non plus ecclésiastique, mais bureaucratique. L'Europe entrait dans l'ère des débuts du siècle des Lumières, et les villes s'efforçaient de paraître rationnelles. Mais l'essence du contrôle n'avait pas disparu. Elle avait simplement revêtu de nouveaux atours. Désormais, la vertu n'était plus considérée comme un don de Dieu, mais comme un devoir social, et le devoir comme un objet de comptabilité. La morale est descendue des chaires de l'Église
vers les bureaux administratifs. Et avec cela, les anciennes notions ont pris une nouvelle forme. À la place de l'impôt sur la chasteté, sont apparus les fonds de bienfaisance morale, les contributions civiles et le soutien aux institutions respectables. L'un des premiers exemples de ce type fut l'ordonnance de la ville de Lübeck au milieu du XIe siècle. Elle stipulait que, pour renforcer la moralité des citoyens, un fonds de bienfaisance publique est créé, auquel toute personne vivant seule ou sans obligation familiale verse une contribution annuelle. La formulation semblait neutre, presque comptable, mais le sens était le même. La solitude était à nouveau taxée. Il ne s'agissait plus d'un péché, mais d'une non-conformité au rôle social. Si vous ne nourrissez pas votre famille, vous devez nourrir l'institution. Pour la première fois, la morale était transformée en statistique. Les gens n'étaient plus comptés par leur nom, mais par catégorie. Mariés, veufs, veuves, célibataires. Dans les tableaux, ces lignes étaient suivies de montants. C'était une nouvelle science, l'arithmétique morale, comme on l'appelait dans les rapports. Armés de logique et d'une plume, les fonctionnaires mesuraient la vertu en chiffres. Toute personne s'écartant de la norme devenait automatiquement un objet d'observation et une source de revenus. Là où auparavant régnait la prédication, c'était désormais le tableau qui faisait loi. Mais le tableau était encore plus effrayant. Il ne suscitait aucune pitié, ne connaissait aucun doute, ne savait pas avoir honte. La honte y était intégrée dans la formule. Avec la réforme protestante, la notion de travail personnel au nom de la foi n'a fait que renforcer ce mécanisme. Les pasteurs affirmaient que la richesse et l'ordre étaient des signes d'élection. Cela signifiait donc que la pauvreté et la solitude étaient des signes de décadence. Dans ce contexte, les contributions volontaires au fonds d'amélioration morale apparaissaient comme un moyen de se sauver soi-même. Les femmes, en particulier les artisanes, ont continué à payer, non plus sous la pression des fonctionnaires, mais par crainte d'une condamnation éternelle. L'Église semblait s'être retirée, mais son langage subsistait dans les formes. Même le mot « chasteté » a été remplacé par « utilité publique », mais le sens est resté le même. Il faut payer pour avoir le droit d'être reconnue comme vertueuse. Au début du XVIIIe siècle, ces fonds se sont répandus dans toute l'Allemagne du Nord et aux Pays-Bas. Ils étaient officiellement gérés par des conseils de bienfaiteurs, mais contrôlés par le magistrat. Chaque année, des rapports étaient publiés avec les montants exacts des dons et les noms des donateurs. Il est intéressant de noter que les noms des femmes étaient presque toujours accompagnés de mentions telles que célibataire, veuve ou sans enfant. Officiellement, cela était fait pour des raisons comptables, mais en réalité, cela transformait la comptabilité en un catalogue d'isolement social. Le nom devenait une étiquette. Lorsque les historiens ont ensuite calculé le nombre de ces enregistrements,
il s'est avéré que la majorité des contributions provenaient précisément de femmes seules. La repentance collective continuait à alimenter le système. Dans les pays catholiques, le mécanisme fonctionnait différemment, mais l'objectif était le même. Des fonds de protection des jeunes filles ont été créés dans les monastères et les cathédrales. Officiellement, ils étaient destinés à aider les jeunes filles issues de familles pauvres à se marier ou à entrer au couvent. Mais une partie des fonds était collectée par le biais de taxes spéciales, similaires aux anciens impôts sur la chasteté. À Naples, par exemple, au début du 18e siècle, il existait une taxe appelée contributo di virtu, contribution à la vertu. Elle était payée par les veuves et les femmes célibataires qui possédaient des boutiques ou des maisons. Les fonds servaient à entretenir des refuges, mais les rapports montrent que la majeure partie des dépenses était consacrée au salaire des fonctionnaires. Là où l'on avait un jour trouvé une justification morale, la corruption était devenue presque une vertu. Dans ces mêmes livres, on trouve d'autres exemples. La taxe sur les monastères des pénitents à Venise, la contribution à l'éducation des jeunes filles à Florence, la contribution aux vœux de chasteté à Rome. Ce sont là différents noms pour désigner un même phénomène. La tentative de transformer le contrôle des femmes, des femmes en une source de revenus stable. Le plus paradoxal est que toutes ces institutions ont été officiellement créées au nom de la protection des plus faibles. Personne ne se considérait comme un criminel. Tous croyaient servir le bien. C'était là que résidait la principale force de ces systèmes. Le mal n'avait pas besoin d'être justifié. Il apparaissait comme l'ordre établi. Les autorités laïques, observant le succès des initiatives ecclésiastiques, ont rapidement compris que la morale pouvait être monétisée aussi bien que le sel ou le vin. Dans certaines principautés, des fonds de sobriété publique et des commissions des bonnes mœurs ont été créés, auxquels étaient affectés d'anciens percepteurs d'impôts. Leur travail consistait à surveiller le relâchement de la discipline et à infliger des amendes symboliques pour les actes indécents. Les amendes étaient versées au budget municipal. La moralité est ainsi devenue une source de revenus supplémentaires au même titre que les droits de douane sur le marché ou le moulin. Il est intéressant de noter que c'est précisément à cette période qu'apparaît l'expression « économie de la vertu ». Elle a été utilisée pour la première fois par un juriste allemand dans un traité sur les dépenses municipales. Il écrivait que la morale est aussi un capital, et celui qui sait la gérer ne connaît pas le déficit. Plus tard, cette phrase deviendra un aphorisme dans les milieux administratifs. Sous le slogan de la gestion de la morale, de nouvelles commissions, bureaux et conseils de surveillance ont été créés. Tous
se considéraient sincèrement comme des réformateurs. Mais en réalité, ils ne faisaient que perfectionner le système de coercition douce. Les documents d'archives de l'époque frappent par leur froideur. Ils ne contiennent aucune émotion, seulement des chiffres. Contribution pour le bien moral, temps de florins, nombre de participants, temps, pourcentage de non-paiement, insignifiant. Pas un mot sur ce qui se cache derrière ces chiffres, ni sur la honte, ni sur la peur, ni sur les gens qui payaient parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix pour survivre. La comptabilité a remplacé la conscience. C'est ainsi qu'est né le contrôle administratif moderne, lorsque la morale a cessé d'être une affaire intérieure de l'âme pour devenir un objet de statistique. Le cas d'Elsbiet était parfois évoqué dans les universités où l'on enseignait l'histoire du droit. Il était cité comme exemple de réglementation morale infructueuse. Les professeurs en parlaient avec une ironie froide, comme d'une curiosité du passé. Mais dans les archives privées de ces mêmes villes, des documents apparaissaient dont la formulation reprenait presque mot pour mot les anciens. Seulement, au lieu de « femmes célibataires », on écrivait désormais « personnes sans obligation familiale » et au lieu de « taxes sur la chasteté », on écrivait « contribution civile ». Ainsi, le mythe de l'ancienne taxe renaissait, mais sans scandale. Personne ne se rebellait, car tout semblait raisonnable. Le XVIIIe siècle a introduit l'idée de l'utilité publique comme critère principal de la vertu. Les traités philosophiques affirmaient que chaque citoyen devait être utile, que ce soit par son travail, ses impôts ou son exemple. Celui qui n'était pas utile était considéré comme un parasite de la société. Et s'il ne pouvait pas payer sa dette par son travail, il devait la payer en argent. Dans ce cercle logique, il n'y avait pas d'issue. C'est ainsi que la bureaucratie a définitivement absorbé la morale. Il est révélateur que même à l'époque des réformateurs et des humanistes, lorsque des hôpitaux, des orphelinats et des écoles ont été créées, aucune de ces structures n'a renoncé au principe de participation volontaire. Cette participation exigeait non seulement de l'argent, mais aussi une démonstration de soumission. Une citadine qui ne se présentait pas aux réunions caritatives ou ne faisait pas de dons risquait de se retrouver sur les listes des indifférentes dans la même situation qu'Elsbiet autrefois. Et même si, officiellement, personne ne parlait plus de péché, la structure même de la culpabilité n'avait pas disparu. Elle avait simplement cessé d'être religieuse pour devenir sociale. À la fin du XVIIIe siècle, lorsque les premiers philosophes des Lumières ont commencé à écrire sur les droits de l'homme, les autorités municipales avaient déjà accumulé un siècle d'expérience en matière de gestion par la morale. Elles avaient appris à transformer toute vertu en rapport et toute faiblesse en source de revenus. Même lorsque les mots « liberté » et « égalité » résonnaient dans les rues, les bureaux continuaient à tenir des registres de dons volontaires, et au bas de chaque page figurait un rappel.
la vertu doit être confirmée par l'action, c'est-à-dire par un paiement. Si l'on examine ces documents aujourd'hui, il apparaît clairement que l'histoire de la taxe pieuse n'est pas un épisode isolé, mais un modèle. Elle s'est répétée dans différents pays, sous différents noms, et a chaque fois été justifiée par de bonnes intentions. Au début, il s'agissait d'une taxe pour la chasteté, puis d'une contribution à la vertu, puis d'une taxe pour l'amélioration des conditions de vie. Mais l'essence restait la même. La société exigeait une rançon pour le droit d'être respectée. Lorsque l'Europe est entrée dans l'ère des usines, des cheminées et des journaux, il semblait que l'ancienne morale avait disparu avec les ordonnances ecclésiastiques. Mais la comptabilité, tout comme la mémoire, vit plus longtemps que la foi. Des usines ont remplacé les monastères, et les gestionnaires ont pris la place des prédicateurs. Et pourtant, le langage est resté le même. Les mots chasteté et péché ont été remplacés par discipline du travail et ordre. Mais l'essence n'a pas changé. Le corps du travailleur, en particulier celui de la femme, appartenait toujours au système, et tout écart par rapport à la norme devait être payé. Au milieu du 19e siècle, on trouve dans les rapports des inspections industrielles des formulations familières. L'aide aux travailleuses célibataires est prélevée sur leur salaire conformément aux règles de la charité d'entreprise. L'usine ne parlait plus de taxes, mais de entraide. Mais ceux qui refusaient de payer risquaient de perdre leur place dans le dortoir ou leur couverture médicale. Ainsi, l'ancienne taxe sur la moralité s'est transformée en contribution à la loyauté. Tout ce qui était auparavant justifié par la religion était désormais justifié par la logique de la production. Les historiens de l'époque manufacturière appellent cela la seconde naissance de la morale par le travail. Dans les usines, des comités féminins de bonne conduite ont été créés où les ouvrières plus âgées surveillaient le comportement des plus jeunes. Officiellement, elles s'occupaient d'entraide, mais en réalité, elles contrôlaient la vie privée. Qui vivait avec qui recevait des lettres, qui était en retard après le dimanche. Ces comités étaient financés par le Fonds de bienfaisance morale, celui-là même qui était autrefois appelé impôt sur la chasteté. Les registres comportaient les mentions suivantes: cotisations volontaires, dont des ouvrières célibataires, volontaires, mais obligatoires, comme auparavant. En France, à la fin du 19e siècle, les premières associations féminines pour la pureté des mœurs ont vu le jour. Elles luttaient contre la prostitution et la débauche hors mariage et collectaient des fonds pour rééduquer les déchus. Leur slogan semblait noble, mais le mécanisme était le même: cotisation, rapport, liste de participants. De nombreuses ouvrières versaient de l'argent simplement parce que sinon, elles risquaient d'être exclues de la caisse d'entraide. Sous le couvert d'une réforme morale, le même filtre social que dans la ville d'Elsbeth,
était à l'œuvre. Payez et on ne vous touchera pas. En Grande-Bretagne, l'époque victorienne a transformé la morale en philosophie administrative. Chaque usine avait un conseil d'administration. Chaque école paroissiale avait un fonds pour les jeunes filles de bonne conduite. Les enseignantes célibataires étaient tenues de verser une partie de leur salaire à ces fonds afin d'avoir droit à une pension. Officiellement, cela s'expliquait par le souci de la dignité féminine, mais la structure elle-même reprenait le modèle médiéval. La vertu comme abonnement. Si une femme se mariait, elle n'avait pas droit à une pension. Elle passait sous la protection de son mari. Si elle restait seule, elle devait payer plus. Même dans la société industrielle, la solitude continuait d'être considérée comme une anomalie qui ne pouvait être corrigée qu'avec de l'argent. Sur le continent, la situation n'était pas plus clémente. En Prusse, l'État a hérité de la logique de la discipline luthérienne et l'a étendue à la fonction publique. Les femmes fonctionnaires, les veuves et les enseignantes devaient verser chaque année une contribution au Fonds d'amélioration et de soutien aux femmes. Cela était considéré comme un signe de loyauté. Un rapport datant de 1887 indique clairement: la cotisation renforce le climat moral de l'institution et empêche la légèreté. Ainsi, la peur ancestrale des femmes célibataires incontrôlables a survécu à 3 siècles et n'a changé que de bureau. Les pays catholiques ont répondu par leur propre forme de contrôle, à travers les ordres monastiques et les associations caritatives paroissiales. En Italie et en Espagne, il existait même des fonds de bonne réputation spéciaux, dans lesquels les femmes versaient des fonds afin que leur nom ne soit pas associé à la pauvreté. L'argent servait à constituer la dot des mariés pauvres ou à entretenir des maisons de redressement. Celles qui ne payaient pas étaient automatiquement inscrites sur la liste des indifférentes. Une fois de plus, le volontariat se transformait en obligation et la honte en une forme de comptabilité. Au début du XXe siècle, alors que l'Europe traversait des crises industrielles et des guerres, l'idée des contributions morales s'est transformée en un système d'impôts sociaux. Les États ont commencé à réglementer directement l'aide aux veuves et aux mères en créant des fonds de soutien. Formellement, c'était un pas en avant. Il n'était plus nécessaire de justifier sa solitude. Mais le principe même selon lequel la situation personnelle d'une femme devait faire l'objet d'une évaluation financière est resté. Les projets de loi discutaient du pourcentage d'impôt à prélever sur les personnes sans enfants ou célibataires. Même au sein du Parlement, certains affirmaient que l'État devait encourager la vertu familiale et taxer ceux qui s'en détournaient. C'est ainsi que l'idée d'une taxe pieuse est passée de l'Église au cabinet des ministres. Pendant la Première Guerre mondiale, l'impôt sur le célibat existait effectivement dans plusieurs pays. En Allemagne, il s'appelait
Il était payé par les hommes, mais le motif était le même. La société exigeait une compensation pour le refus de participer au modèle familial normal. Les veuves étaient, quant à elles, soumises à des taxes supplémentaires pour la défense de la vertu, c'est-à-dire pour l'entretien des refuges pour les épouses des soldats. L'ironie historique résidait dans le fait que l'impôt, autrefois conçu contre les femmes, s'appliquait désormais aussi aux hommes, mais pour la même raison, morale. Le contrôle du corps sous le couvert du souci de l'État est devenu universel. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde a changé, mais l'habitude de mesurer la moralité à l'aide de chiffres est restée présente dans les endroits les plus inattendus. Dans l'Europe d'après-guerre, des fonds pour la réinsertion des femmes, des caisses d'aide aux mères célibataires et des commissions de protection des mœurs ont été créés. Dans leurs rapports, on retrouvait les mêmes vieux mots: participation, volontariat, responsabilité. Et chaque fois, derrière ces mots se cachait une question. Qui mérite d'être aidé et qui ne le mérite pas? Le destin d'Elsbieth se répétait sous une nouvelle forme. Désormais, sa place était occupée par des femmes qui étaient évaluées pour déterminer leur fiabilité avant de recevoir une aide. Même dans les pays où l'égalité était proclamée par la loi, les statistiques sociales continuaient d'enregistrer des écarts, absence d'enfants, solitude, non-conformité à la norme familiale. Ces catégories déterminaient le montant des impôts, des allocations et des prestations. Ainsi, l'ancienne discrimination, rebaptisée politique démographique, continuait d'exister sous le couvert du souci de l'avenir de la nation. Et si, au XVIe siècle, le magistrat se cachait derrière la légende de la chasteté, au XXe siècle, le fonctionnaire parlait de stimulation de la natalité. La différence n'était que dans les mots. Le mythe de l'impôt sur les célibataires a survécu plus longtemps que tous ses équivalents réels. Il est resté dans la mémoire populaire comme une parabole de l'hypocrisie du pouvoir, comme s'il existait quelque part un décret obligeant les femmes à payer pour leur chasteté. Les historiens débattent pour savoir si une telle loi a réellement existé. Les archives ne confirment que des cas particuliers, comme celui de la ville d'Elsbeth. Mais le mythe lui-même s'est avéré plus plausible que la réalité, car il exprimait précisément l'essence du phénomène. Le pouvoir trouvera toujours un moyen de rendre la morale payante. Dans la culture populaire des 19e et 20e siècles, ce thème est revenu à plusieurs reprises. Écrivains, journalistes et réalisateurs ont raconté des histoires sur les impôts sur l'amour, la solitude et l'honneur féminin. À chaque fois, le public les percevait non pas comme de la fiction, mais comme une vérité reconnaissable. Des articles intitulés « La taxe sur la chasteté réintroduite en France » ont été publiés dans les journaux, à la fois humoristiques et inquiétants. Les gens en riaient,
car ils sentaient que le rire était leur seule défense contre cette vieille menace. En effet, même si la taxe elle-même avait disparu, l'habitude des autorités d'évaluer la vertu était restée. Aujourd'hui, grâce à la numérisation des archives, les historiens trouvent dans des livres poussiéreux des traces de ces prélèvements, des formulations ambiguës, des signatures croisées, des cachets falsifiés. Ils les interprètent comme les symptômes d'une époque où la honte était un terme comptable. Les sommes sont modestes, quelques hellers, quelques kopecks, mais derrière chaque pièce se cache la soumission de quelqu'un. Ces chiffres sont les ombres des destins humains. Ils ne renferment pas de tragédie, mais une fatigue qui a duré des siècles. La ville même où vivait autrefois Elsbieth est aujourd'hui un lieu touristique. Il ne reste des vieux quartiers que les lignes des trottoirs et un fragment de mur. Le musée local conserve une copie de cette ordonnance, une feuille sur laquelle est écrit à l'encre décolorée « Taxe sur la chasteté ». Les visiteurs le lisent comme une curiosité, sans se douter qu'ils ont devant eux la formule sur laquelle repose toute l'histoire du contrôle social. Le papier y est craquelé, mais le sens est toujours vivant. Il se répète chaque fois que le pouvoir promet l'ordre moral en échange de la soumission. Ce document résume peut-être tout le paradoxe de l'époque. Plus la société parlait de vertu, moins elle y croyait. La morale n'était plus une qualité intérieure, mais un service extérieur, payé sur facture. Des impôts sur la chasteté aux amendes modernes pour comportement inapproprié. Le même fil conducteur se dessine. La tentative de transformer la conscience en un instrument budgétaire. Et si on la regarde avec suffisamment de recul, il devient clair qu'il ne s'agit pas d'une histoire sur une femme, ni d'une histoire sur une ville. C'est l'histoire de la façon dont tout pouvoir, sentant l'odeur du déficit, se tourne vers la monnaie la plus rentable, la honte humaine. C'est ainsi que se termine la chronique de la taxe pieuse. Non pas par une date ou un verdict, mais par une reconnaissance. La morale, une fois inscrite dans la comptabilité, ne sera plus jamais seulement de la morale. Elle deviendra un compte, un rapport, une norme, une loi, tout sauf un choix intérieur. Et chaque fois que quelqu'un prononcera à nouveau les mots « ordre moral » quelque part dans les archives, une ligne de l'ancien statut s'illuminera « Contribution pour la chasteté ». Car l'histoire que l'on a oubliée ne disparaît pas, elle attend que les chiffres redeviennent la conscience.